On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ma série sur le trouble borderline, sachant que ça s'inscrit dans une playlist un peu plus large qui s'appelle Santé mentale. Si tu veux regarder dans la description, tu trouveras des liens qui te mèneront vers les différentes playlists de ma chaîne. Donc il y en a une qui s'appelle Santé mentale qui regroupe vraiment beaucoup de vidéos puisque ça fait maintenant 9 ans que je parle de cette thématique en ligne. Et depuis un peu plus récemment, je parle plus spécifiquement du trouble borderline duquel j'ai été diagnostiquée il y a quelques années et sur lequel j'ai quand même un regard assez critique. C'est pas parce que j'utilise cette terminologie pour pouvoir me faire comprendre et communiquer avec les personnes qui ont été diagnostiquées de ce trouble aussi, que je le prends au sérieux premier degré comme étant une réalité immuable et factuelle sur ma personne et sur les personnes en général qui sont diagnostiquées de ce trouble. Si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur cet aspect critique, prise de recul, regard sociologique, je te laisse regarder plutôt cette vidéo qui concerne du coup mon opinion sur la catégorie même de ce diagnostic. Et de façon générale sur ma chaîne, il y a déjà plusieurs personnes qui sont venues parler antipsychiatrie, donc je pense notamment à Naomi, à Alia, à Ariana plus récemment. Pareil, je te mettrai les vidéos dans la description, mais voilà, je tenais à préciser que c'est pas parce que j'utilise cette terminologie que je la considère comme étant légitime et comme étant valable pour décrire une réalité qui est beaucoup plus complexe que ce que la médecine et plus précisément la psychiatrie prétend expliquer à travers cette grille diagnostique. D'ailleurs, je m'avance un petit peu, mais prochainement je te ferai la revue d'un livre qui s'appelle Le corps n'oublie rien, impact du traumatisme sur le corps, le cerveau et l'esprit, écrit par le psychiatre Bessel van der Kolk, qui est un expert spécialiste du syndrome de stress post-traumatique et qui est sensiblement celui qu'il a intégré au DSM, donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. À partir de ces travaux, on a commencé à comprendre qu'énormément de troubles mentaux qui étaient catégorisés comme des dysfonctions organiques, neurodéveloppementales, bref, innées entre guillemets chez les patients, étaient en réalité des réactions à un stress post-traumatique complexe. Et donc il y a tout un chapitre sur le trouble borderline dans lequel il explique que l'écrasante majorité des patients qui sont diagnostiqués avec ce trouble et d'autres, parce que ça concerne aussi les personnes bipolaires, les personnes schizophrènes, etc., et l'écrasante majorité des patients sont en réalité des enfants qui ont été maltraités sévèrement dans l'enfance, dans leur cercle proche, qui ont subi des actes de pédocriminalité et d'inceste, etc. Et donc ces travaux ont vraiment apporté un regard nouveau sur la façon dont on abordait les soins et la manière de traiter les patients, puisque le fait de prendre en compte les polytraumatismes, ça permet d'essayer de résoudre le problème différemment qu'à coup de béquilles chimiques et de traitements coercitifs qui malheureusement sont assez monnaie courante malheureusement en psychiatrie. Dernière petite chose que je tenais à rajouter dans mon disclaimer habituel, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas qualifiée pour donner des conseils médicaux ou quelque autre type de conseils ou de directives pour les personnes qui souffrent des mêmes choses dont je parle dans mes vidéos. Je suis là en tant que patiente. Le but de mes vidéos, c'est de faire ce qui pourrait se rapprocher d'une pratique de pair et danse, sachant que je ne suis pas non plus formée pour la pair et danse d'un point de vue professionnel, mais ça fait quand même 9 ans que je vais en thérapie. Je me suis énormément documentée sur la question, je passe beaucoup de temps à lire aussi sur le sujet et j'ai été diplômée en sociologie. C'est pourquoi, à partir de mes connaissances, j'essaye de créer un contenu qui soit gratuit, accessible et digeste pour des gens qui malheureusement n'ont peut-être pas le privilège, ni l'argent, ni le temps d'aller en thérapie pendant 9 piges et de voir plein de psychiatres différents et d'essayer plein de thérapies différentes et d'essayer plein de médicaments différents, puisque énormément de personnes souffrent en silence dans leur maison, ne savent pas ce qui leur arrive, pensent qu'elles sont complètement cinglées et qu'elles sont bonnes à acheter, etc. Alors qu'en fait on est beaucoup dans le même cas, qu'on a tous et toutes des outils à disposition qui peuvent être utilisés de manière différente selon les cas. Il existe vraiment des centaines et des centaines d'outils thérapeutiques possibles et imaginables partout, et donc moi j'essaie de transmettre ce qui m'a pu être utile. Et donc voilà, je tenais à préciser que voilà, je ne suis pas représentative de ce trouble-là. Plein de gens parlent du trouble borderline à leur façon et vont peut-être donner d'autres pistes de réflexion, d'autres outils thérapeutiques, d'autres façons de réagir aux différentes rigueurs. Donc n'hésite pas à te documenter plus largement sur ce qui existe pour que tu puisses avoir une vision un peu plus complète de la chose. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va faire quand même une petite piqûre de rappel sur les 9 critères diagnostiques établis par le DSM du coup pour pouvoir définir si une personne souffre de ce trouble ou non. Donc il y a 9 points à prendre en compte. Il y en a déjà 5 que j'ai abordés du coup dans 5 vidéos différentes, notamment une impulsivité marquée, j'en ai déjà parlé, un sentiment chronique de vide aussi dans cette vidéo, une peur de l'abandon, pareil je te la mets juste ici, l'instabilité des relations, j'en ai déjà parlé, l'instabilité de l'image de soi, donc ça j'en ai déjà parlé longuement dans chacune des vidéos que je viens de te citer. Maintenant il nous manque l'instabilité de l'humeur, un sentiment récurrent de rage, une répétition d'idées et ou de comportements suicides, et la possibilité d'épisodes ponctuels de dissociation ou des pensées paranoïdes temporaires. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ce dernier point. Souvent ils mettent sentiment ponctuel de dissociation ou
pensée paranoïde temporaire. Moi en l'occurrence j'ai les deux. Et concernant la dissociation, je te recommande aussi cette vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines où je parle justement du fait que pendant des années je parlais du fait que j'étais dissociée complètement de mon corps et que c'était dû justement à des réactions post-traumatiques, mais que pendant très longtemps j'en parlais comme d'une espèce de mystère propre à ma personne, en mode non mais j'ai vraiment un problème dans ma tête et tout, alors qu'en fait je parlais juste d'un symptôme qu'on est énormément à vivre, qui est donc la dissociation traumatique et qui impacte du coup le rapport à notre corps. Dans un site que je te mettrai aussi dans la description, on peut lire le paragraphe suivant. Lorsque ces personnes, donc les borderline, se sentent très stressées, elles peuvent avoir de brefs épisodes de paranoïa, des symptômes qui ressemblent à une psychose, comme des hallucinations, ou une dissociation. Le stress est généralement causé par le sentiment que personne ne s'intéresse à elles. Autrement dit, elles se sentent abandonnées ou seules, ou qu'elles se sentent brisées et sans valeur. La dissociation consiste en un sentiment d'irréalité, déréalisation, ou de détachement par rapport à son corps ou à ses pensées. Dépersonnalisation. Ces épisodes sont temporaires et généralement ils ne sont pas suffisamment graves pour constituer un trouble distinct. Quand on dit le mot parano, les gens a priori voient un peu de quoi on parle. Souvent on parle de personnes qui pensent qu'elles ont un problème, que tout le monde leur en veut, qu'elles sont en danger, qui voient le mal partout, etc. Donc c'est dans le langage commun souvent utilisé comme étant quelque chose d'assez insultant ou comme quelque chose de rabaissant tout simplement. Mais quand on parle ici de symptômes d'un trouble psy, on va vraiment parler d'une manière de percevoir la réalité qui est décalée avec ce qu'il se passe vraiment. Mais souvent, on se rend pas compte de comment ça se manifeste vraiment dans le cerveau d'une personne qui a des épisodes de ce genre. Pour ce faire, je vais te donner des exemples qui me concernent directement et qui concernent des personnes qui sont proches de moi, donc je ne vais pas révéler leur vie privée, mais je vais te donner des exemples de choses que j'ai pu entendre et que j'ai pu voir de près lors d'épisodes avec des pensées qu'on appelle du coup des pensées psychotiques qui définissent a priori un décalage avec la réalité, sachant qu'à nouveau, il faut prendre ça avec des pincettes. Ce qu'on va définir comme psychotique chez quelqu'un, ça peut être littéralement la réalité de certaines personnes. Genre, souvent, il y a des gens, ils vivent dans des bulles et ils se rendent pas compte que le monde qui nous entoure, pour certaines personnes, peut être vraiment digne d'un scénario de film d'horreur. Et je pense que là, les exemples ne manquent pas quand on voit ce qui se passe autour du monde, quand on voit l'actualité, et je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, sinon je vais complètement me perdre, mais effectivement, il y a des gens qui vivent dans un enfer continu factuel et qui, auprès de personnes qui n'ont pas conscience que cet enfer existe, vont paraître pour des personnes psychotiques, schizophrènes, etc., alors même que juste elles ont vécu des trucs atroces et que personne ne les croit. Donc la limite elle est fine et c'est difficile de vraiment se rendre compte quand est-ce que quelqu'un est dans un délire total et vraiment invente des choses, pas volontairement, mais juste croit en des choses que son propre cerveau invente parce que ça déconne, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'il y a un stress extrême, parce que le système nerveux il est complètement dysrégulé, etc. C'est difficile de faire la différence entre des moments où c'est vraiment complètement flingué, des moments où des personnes réagissent légitimement à une peur qui est réelle et qui peut être vraiment vécue et juste qui est ignorée ou niée par le commun des mortels qui pensent que non, ça peut pas exister, qu'une personne vive des trucs aussi atroces, alors que oui, en fait, il y a d'ailleurs énormément de personnes qui parlent de ça en ligne concernant le trouble dissociatif de l'identité, qui est un genre de version extrême de réaction post-traumatique. Donc je te laisse regarder pareil dans la description, je te mettrai des chaînes qui en parlent, de personnes qui expliquent voilà, les bas-fonds de l'humanité et comment à un très jeune âge tu peux déjà faire face à des événements absolument lunaires, dignes d'un film d'horreur, et que si t'en parles à quelqu'un qui s'imagine pas que ces choses existent, directement on va te prendre pour justement un cinglé, alors qu'en fait déjà on pourrait questionner à nouveau cette terminologie-là, alors qu'en fait juste, oui, il y a des gens qui ont vraiment des bonnes raisons d'avoir peur de certains trucs qui se passent, d'avoir peur d'être la cible de certains actes, de certaines malveillances, et donc voilà, je pense que c'est très important d'essayer de se rendre compte que la limite n'est pas toujours très claire sur qu'est-ce qui est de l'ordre du délire, entre guillemets, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la peur légitime et fondée par rapport à un vécu extrêmement traumatisant. La paranoïa est notamment caractérisée par un sentiment profond et extrême de persécution qui peut mener à des comportements très handicapants, voire dangereux pour la personne qui en souffre, qui peut mener à des tragédies type SUICIDE, tellement on est convaincu qu'on est en danger, et ça peut prendre plusieurs formes. Les personnes qui en souffrent, quand elles ont des épisodes de paranoïa et donc qu'on pourrait caractériser
catégorisés de psychotiques, délirants, etc., peuvent le vivre de façon plutôt ponctuelle, donc ça va durer éventuellement quelques heures, voire quelques jours, comme elles peuvent vivre ces symptômes-là sur une durée beaucoup plus longue, qui implique du coup beaucoup plus de risques pour la personne et de vulnérabilité. Les comportements liés du coup à ce symptôme, ça va être souvent le fait de s'isoler, d'avoir peur littéralement de toutes nos interactions sociales, c'est-à-dire qu'on peut arrêter du jour au lendemain de parler à nos proches les plus proches, et même des proches de qui on dépend de base pour survivre, parce que justement on est convaincu que ces personnes nous veulent du mal. On peut décider de ne plus vouloir sortir de chez soi parce qu'on a peur du monde extérieur, de ne plus répondre au téléphone, de ne pas ouvrir son courrier, parfois même de ne plus s'alimenter parce qu'on a peur de ce qu'il y a dans la nourriture, ou peut-être même de ne plus boire, voire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir des comportements dangereux pour nous-mêmes, de type SUICIDE, parce qu'on est convaincu que quelqu'un va venir nous tuer et qu'on veut absolument anticiper cette tragédie. Je prends ce dernier exemple en connaissance de cause, puisque moi-même, dans mon cercle proche, il y a quelques années, j'ai eu un ami qui a failli passer à l'acte à cause du fait qu'il était convaincu qu'on lui voulait du mal et que quelqu'un allait débarquer à tout moment pour en finir avec lui. Et donc, on était passé vraiment à ça, qu'il se mette vraiment dans une situation très 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 dangereuse. Et Dieu merci, tout est bien terminé et maintenant cette personne va mieux, en tout cas j'espère. Mais voilà, moi je me souviens très bien de ce moment-là et j'ai vu le décalage qu'il y avait entre ce qui se passait réellement autour de cette personne et ce que cette personne pensait vivre, et c'était impossible de la rassurer et de lui dire qu'en fait tout ça ce n'était entre guillemets que dans sa tête, puisque par définition quand tu vis des épisodes comme ça, au moment où tu les vis, tu n'es juste pas capable de rationaliser tout seul, d'où le fait que c'est interprété comme un trouble et comme un dysfonctionnement, parce que si on pouvait juste se raisonner tout seul et avoir du recul sur la question, on considérerait pas que c'est un trouble en fait. Et c'est justement ça qui différencie le fait d'avoir un trouble avec des pensées de type paranoïaque d'un trouble anxieux par exemple, parce que oui, on peut dire oui, mais en fait les personnes qui souffrent d'un trouble anxieux généralisé, finalement, est-ce qu'elles sont pas un peu paranoïaques? Moi, si je devais prendre un exemple, je suis moi-même atteinte de troubles anxieux généralisés depuis que je suis enfant. C'est d'ailleurs un des premiers trucs dont j'ai parlé dans ma playlist santé mentale. Ma toute première vidéo parlait de ça d'ailleurs il y a quelques années. C'était donc 7 ans je crois, ou même peut-être un peu plus. Et donc je pense qu'on peut juste parler d'échelle en termes d'extrême intensité. C'est-à-dire que t'as les gens qui ont juste un sentiment de sécurité plus ou moins normal au quotidien. Ça chill, ils se sentent bien et ils se sentent suffisamment bien pour pouvoir explorer le monde, se découvrir en dehors de leur zone de confort, patati patata, enfin bref. Des gens qui ont juste factuellement des outils autour d'eux pour se sentir bien. Ensuite, t'as les personnes qui vont générer des troubles anxieux ponctuels sur certains aspects. Je sais pas, il y a des gens, ils vont peut-être développer juste, entre guillemets, des phobies, ou juste des tocs, ou juste, voilà, des petits trucs où ils vont être mal à l'aise et se sentir en insécurité. Après, t'as le trouble anxieux généralisé qui, là, est juste de l'anxiété générée pour tout, n'importe quoi, tout le temps, tout au long de la journée, mais où on a encore conscience du fait qu'on est anxieux, parce que souvent, quand on a un trouble anxieux généralisé, même si c'est très difficile à vivre et qu'on a vraiment la sensation de ne pas avoir de contrôle sur notre angoisse, il y a quand même une partie de nous a priori, qui est consciente que c'est un trouble. C'est-à-dire que là, moi, j'ai des souvenirs que même dans les périodes où j'étais la plus angoissée du monde, j'arrivais toujours à me raisonner et à me dire non mais là, je fais de l'anxiété. Je sais que là, ce que je pense ne va pas arriver. Et la différence entre ça et des pensées paranoïaques type, à nouveau entre guillemets, qui frisent avec la psychose, c'est qu'en fait, on sort gentiment de cette capacité de prise de recul. C'est qu'on commence à vraiment croire aux choses qui nous font peur. Et en fait, ces symptômes, on peut les vivre pour différentes raisons. Soit justement parce qu'on a des troubles anxieux, soit parce qu'on a des troubles psychotiques, comme on l'a dit tout à l'heure, soit parce qu'on a un syndrome de stress post-traumatique qui, à nouveau, tout ça peut être mélangé ensemble, hein, c'est pas obligé d'être l'un puis l'autre ou l'autre, mais souvent c'est interrelié, et comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, énormément de troubles mentaux sont en réalité des réactions à des violences extrêmes vécues précédemment dans sa vie, et donc qui ont pris une forme de comportement particulière, qui sont ensuite catégorisées dans des grilles diagnostiques, etc., etc. Enfin bref, je vais pas tout répéter. Donc pour moi, la différence entre les personnes qui sont anxieuses et les personnes qui souffrent d'épisodes paranoïaques dont je fais partie, c'est que, à nouveau, je l'ai vécu moi-même dans ma chair, il y a des moments où je suis juste angoissée de manière générale et j'arrive à me rendre compte que je suis angoissée, et il y a des moments où je suis en pétage de câble complet et de façon ponctuelle. Dans mon cas, je n'arrive pas du tout à me raisonner toute seule et à me rendre compte que là, je n'ai vraiment pas de raison d'avoir peur de ce que je suis en train de penser à ce moment-là, et j'ai inévitablement besoin d'aide extérieure pour pouvoir me raisonner. Pour moi, c'est vraiment l'intensité et la réaction qu'il y a face à ces événements qui caractérisent la différence entre les deux. Quand j'ai de l'anxiété généralisée, je me comporte pas de la même manière que quand j'ai des épisodes
épisode paranoïaque. Je m'explique. Pour te donner un exemple, là récemment j'ai eu une énorme crise cet été qui m'a menée à mon hospitalisation dont je parle dans cette vidéo-ci, et j'explique justement qu'à un moment donné j'arrivais tellement plus à me raisonner toute seule que j'ai senti que j'étais en danger avec moi-même. C'est-à-dire que quand j'ai de l'anxiété généralisée, j'arrive encore à, entre guillemets, fonctionner au quotidien de telle sorte à ce que, voilà, je trouve des outils, j'essaye de me raisonner, je vais parler à des gens, j'ai encore une marge de manœuvre en fait dans laquelle j'ai un peu de recul sur la situation et où j'arrive à avoir un genre de débat avec moi-même où il y a des pensées anxiogènes qui arrivent et il y a mon moi rationnel qui essaye de leur dire écoutez, non, il n'y a pas de raison que ça s'arrive. Non. Bref, il y a un dialogue intérieur qui se fait. Alors que dans les épisodes paranoïaques, il n'y a qu'une voix qui prédomine et ce n'est plus possible de la contrer. Et quand je dis une voix, je ne parle pas d'une voix extérieure ou une hallucination comme ça peut être le cas chez des personnes qui souffrent du coup d'hallucinations. Ce n'est pas mon cas, mais où je me rends compte que c'est mon propre cerveau là qui me met en danger. Et c'est-à-dire que dans ces épisodes-là, je ne me sens plus du tout en sécurité avec moi-même. J'ai peur de ma propre personne en fait. Ça c'est comment moi je le vis. Je sais pas si d'ailleurs d'autres personnes qui souffrent de ce type de pensée veulent partager leur témoignage à ce sujet. D'ailleurs vous pouvez le faire dans la bienveillance et le respect comme d'habitude dans la section commentaires. D'ailleurs je tiens à préciser qu'on ne va juger la manière de vivre ça de personne. Ici les gens parlent de leur façon de vivre la chose et il n'y a aucun avis à avoir là-dessus. Et du coup cette marge de manœuvre dont je parlais tout à l'heure qui est encore existante quand on a des troubles anxieux où on essaye un peu de deal nous-mêmes avec notre propre réalité, et ben quand on est dans un épisode paranoïaque, elle n'existe plus en fait. Et on n'arrive vraiment pas, c'est comme si on n'avait plus aucun pourcentage de batterie disponible pour essayer de se raisonner tout seul. Et donc ça part complètement en boucle, genre c'est une roue de hamster qui ne s'arrête jamais et qui fait que s'accélérer, 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 dans laquelle justement on peut disjoncter en pensant vraiment que soit une personne nous veut du mal, soit un endroit est dangereux pour nous, soit nous-mêmes en fait on va se faire du mal, etc. Et donc on ressent vraiment un profond besoin d'avoir de l'aide immédiate. À l'âge de 21 ans, j'avais déjà eu 5 proches très proches, entre mes 17 et mes 21 ans, qui avaient dû faire un passage à l'hôpital psychiatrique à cause de moments où ces personnes avaient eu ce qu'on appelle du coup des bouffées délirantes, des crises psychotiques, etc. Donc chaque personne avait eu sa particularité, parce que c'était pas tous à chaque fois la même situation, mais ça en dit long sur le milieu dans lequel j'ai grandi et les personnes que je côtoyais et avec laquelle je partageais un vécu commun d'extrême violence, puisque à nouveau, c'est pas sorti de nulle part. La plupart de ces personnes n'ont pas pété un plomb, entre guillemets, comme ça magiquement par la force du Saint-Esprit. Non, en fait, c'était des personnes qui souffraient énormément, qui vivaient beaucoup de violence, qui ont été déclenchées à cause de facteurs extérieurs et notamment du coup de la violence physique et des maltraitances intrafamiliales. Et donc, entre mes 17 et mes 21 ans, j'ai vu plusieurs de mes amis devoir faire des passages aux urgences puis à l'hôpital psychiatrique à cause de moments où tout d'un coup, le système nerveux a complètement pété un plomb, où ils se sont mis en danger et où ils étaient complètement désemparés face à ce qu'ils étaient en train de vivre. Et un élément commun à toutes ces personnes-là, c'était aussi l'usage de cannabis. Alors moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune on disait souvent qu'il faut faire attention parce que le THC ça peut rendre fou entre guillemets, etc. Et moi j'avais trop peur justement lorsque j'avais eu des bad trips de rester bloquée dans cet état. D'ailleurs j'ai une vidéo qui parle du bad trip spécifiquement ici, et donc je pense que ça c'est illustrateur. Ça illustre bien justement à quoi peut ressembler une crise de parano. Les personnes qui fument des bédos, on se sait. On a tous et toutes vécu à un moment donné un épisode dans lequel on était dans le bus défoncé et on était convaincus que tout le monde nous voyait, que quelqu'un allait nous faire du mal, qu'on était persécuté, etc. Et ça peut être provoqué par l'altération psychique due à une substance comme du coup le THC ou une autre prise de substance. On peut avoir des paranos à cause d'autres choses. Mais du coup, moi j'avais déjà eu l'occasion de vivre ça aussi de façon assez poussée et extrême, mais ponctuelle, quand j'étais def et que j'ai eu des épisodes de bad trip. Mais voilà, c'était plutôt rare, juste que quand je les vivais, je me rendais bien compte que waouh, ah ouais, c'était intense et c'était extrême. Et donc, le fait est que le THC ne rend pas à proprement parler psychotique ou délirant, etc. machin, mais favorise l'apparition des symptômes de façon un peu plus accélérée que si on n'en prenait pas du tout, en fait. Il y a un terrain, et le terrain, il va être déclenché, entre guillemets, il va commencer à s'activer si des éléments extérieurs interviennent sur ce terrain-là. Donc, disons qu'une personne qui, de base, a un terrain propice à développer ce genre de symptômes, et ben si elle vit des violences, si elle vit dans un stress aigu, si en plus de ça elle n'a pas les ressources qu'il faut pour essayer de réguler tout ça, et ben à partir du moment où cette personne va consommer du THC, ça peut effectivement faire complètement ressortir tous ces trucs sous-jacents et donc révéler quelque chose qui était déjà a priori présent dans la personne. Bref, donc qu'est-ce qui différencie les épisodes de paranoïa d'une personne qui souffre de symptômes borderline d'une personne qui souffre de symptômes psychotiques? C'est notamment la durée
que vont prendre les pensées paranoïaques dans la crise. C'est-à-dire que chez une personne border, ça peut être plus fulgurant et ça s'inscrit dans un terme un peu plus court que chez une personne qui souffre de troubles psychotiques, d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, si c'est ton cas et que tu veux partager ton retour d'expérience sur la question, n'hésite pas à le faire, vraiment. Je peux évidemment très clairement me tromper et je ne suis pas là pour diffuser une science quelconque, je suis vraiment là pour essayer de à nouveau transmettre ce que j'ai compris avec des mots les plus accessibles. Donc voilà, si tu te sens capable de le faire et que tu veux partager toi, si t'es psychotique, la façon dont tu vis ces symptômes-là, et si tu trouves qu'il y a une différence avec la façon dont les borders le vivent, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses. Mais donc d'après ce que j'ai compris, pour les borders, c'est plus passager, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où ça arrive et ça repart. Et souvent, ça concerne les relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'on va plus se focaliser sur les conflits qu'on a avec les gens, d'où cette vidéo-là, n'est-ce pas, où on va avoir plus peur justement d'être abandonné. Ça s'inscrit en fait avec les autres symptômes qui sont propres au trouble, alors que chez une personne psychotique, ça peut concerner vraiment un tas de sujets différents. Pour reprendre un exemple des personnes que je citais tout à l'heure de ma jeunesse, que j'ai vu justement faire des allers-retours à l'hôpital à cause de ça, il y avait parmi ces personnes quelqu'un qui m'était très proche, qui à un moment donné était convaincu que je faisais partie d'une organisation gouvernementale, internationale, je ne sais pas quoi, que j'avais des caméras implantées dans les yeux et que mon but c'était de le surveiller dans le but de donner des informations qui pourraient potentiellement lui nuire, etc. Enfin bref, évidemment, je n'ai jamais fait partie de tout ça et je n'ai pas de caméra implantée dans les yeux, mais il était convaincu de ça et ça a duré vraiment longtemps. Alors que, quand on est dans un épisode borderline paranoïaque, c'est plus du type cette personne va mourir, cette personne va m'abandonner, cette personne en fait me déteste, etc. etc. Donc c'est quand même, je trouve, d'autres catégories de préoccupations. Donc oui, cette personne se focalisait sur la relation, mais il y avait d'autres éléments externes à la relation qui venaient intervenir. Ça pouvait être des signes liés, je sais pas moi, au ciel, aux astres, à la nourriture, à la technologie, etc. etc. Alors que d'après ce que j'ai compris en discutant avec d'autres personnes border, il y a moins la peur de ces autres éléments extérieurs, c'est vraiment très focalisé sur la dynamique relationnelle avec la personne, c'est-à-dire qu'on se focalise plus sur le fait que les gens nous mentent, que les gens vont nous violenter, que les gens sont là pour nous manipuler, pour nous exploiter, pour nous trahir, etc. Mais du coup, ça prend des proportions tellement immenses que souvent, on va prendre des décisions majeures et impulsives qui vont mener malheureusement à des situations finalement qu'on ne voulait pas vivre juste parce qu'en fait on a réagi sur le moment pour se protéger en étant sûr de se protéger de vraiment quelque chose qui allait arriver, alors qu'en fait on se rend compte après la crise qu'on a complètement inventé la situation dans notre tête et puis que c'était juste l'anxiété massive, le stress et l'épisode border qui nous a fait penser ça. À nouveau, ça vaut ce que ça vaut, je ne suis pas là pour donner une science infuse, j'insiste, donc vraiment n'hésitez pas à étoffer le propos parce que on est là pour ça. Le but de ces vidéos, c'est aussi de générer de la connaissance à partir de vos retours aussi. Donc c'est super important, si vous avez des rectifications à faire, de me les faire. Comme ça, je comprends mieux les enjeux, mais c'est ça qu'on m'a expliqué et je pense que effectivement c'est assez fidèle à la réalité. Donc ça peut être littéralement quitter son foyer, quitter sa relation, démissionner, enfin ça peut être plein de décisions comme ça que l'on peut prendre sans avoir réfléchi parce qu'on est sûr en fait qu'on est persécuté et du coup on pense que c'est la seule solution pour qu'une fois que le stress est redescendu, que la crise est passée, que les pensées paranoïaques ont diminué, on se rend compte qu'en fait, on voulait pas du tout que ça se passe comme ça et qu'en fait on a complètement pété un plomb entre guillemets, si je peux me permettre. En tout cas c'est ce que moi je pense de moi-même dans des moments où j'ai des crises comme ça et je me vois faire et je me vois je vois la façon dont je parle aux gens, je vois la façon dont je me méfie d'eux, je vois ce que j'écris dans mon carnet, dans mon journal intime et après je le relis une fois que je suis calmée et je me dis mais comment j'ai pu croire ça ? Mais bien sûr que non. D'après les éléments que j'ai quand je vais bien et sur le long terme et les éléments plutôt factuels que je peux avoir dans ma vie cumulés sur cette relation, comment j'ai pu me dire pendant cet épisode-là que cette personne allait me faire ça? Le truc, c'est que sur le moment, on ne peut pas avoir ce recul, on ne s'en rend pas compte parce que pour une raison X, Y, Z, on a besoin de croire ça pour essayer de donner un sens à l'anxiété que l'on vit à l'intérieur. En fait, ces pensées-là, elles sont pas là pour rien. Quand on est dans des interprétations comme ça et qu'on est convaincu qu'il y a des gens qui sont là pour nous faire du mal, qu'en fait ils vont nous nuire, etc., souvent c'est parce qu'on a besoin de trouver une solution à notre angoisse, parce que cette angoisse elle est là, elle est réelle, on la vit dans le corps en fait, et du coup c'est pas juste de l'angoisse, c'est de la parano à ce stade, et le fait de trouver une explication, même si elle est complètement irrationnelle et qu'elle n'a aucun sens, sur le moment ça nous aide à ne pas disjoncter finalement, quitte à du coup faire des choses qu'on regrette par la suite, parce que sur le moment en fait on n'avait vraiment pas d'autre option. En fait sur le moment, si on fait pas ces trucs pour essayer de se soulager, on est dans un état qui est juste insoutenable. Alors oui, malheureusement après ça crée des situations que l'on regrette la plupart du
temps. Et souvent, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais moi, plus d'une fois, j'ai dû aller m'excuser platement auprès des gens parce que j'étais partie dans un truc et je les ai accusés de choses, etc., qui avaient aucun sens, et juste parce que je... Bref, voilà. Donc plus d'une fois, j'ai dû y aller la queue entre les jambes et dire, voilà, je suis désolée de t'avoir insulté, je suis désolée d'avoir été menaçante, violente, même des fois physiquement, où j'ai pu avoir envie de m'en prendre à du mobilier, etc., pour que les gens voient, en fait, que j'étais en vraie détresse, alors que, en fait, avec le recul, je me rends compte que les personnes, en l'occurrence, qui étaient là pour m'aider, ne représentaient pas le danger que je pensais. Et elles étaient juste les mauvaises personnes au mauvais moment, et que j'ai interprété des choses dans ma tête, alors que là d'où venait mon problème, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. En fait, il faut bien comprendre que quand on est dans des états pareils, déjà, on n'est pas dans un état nerveux normal. C'est-à-dire que l'harmonie qui se passe habituellement dans notre cerveau et dans notre organisme ne fonctionne pas. C'est-à-dire que normalement, regarde, je te mets une vidéo toute simple d'un chat qui est en train de manger dans sa gamelle et qui pense que le concombre qui est posé derrière lui, c'est un serpent. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a plusieurs zones du cerveau qui vont agir. D'abord, il y a une réaction primitive, entre guillemets, d'alerte qui va s'allumer, l'alarme incendie dont j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, où le chat pense que c'est un fucking serpent et donc va avoir une réaction extrême de peur. Et ensuite, il y a une réaction d'une autre partie du cerveau qui vise à raisonner la situation et de dire « Ah, en fait, non, c'est juste un concombre ». Donc en fait, ça, c'est une régulation qu'il se passe à l'intérieur de nous. Sauf que quand on est dans un épisode de stress extrême et de crise, quelle qu'elle soit, cette régulation-là que l'on fait à peu près automatiquement dans notre corps, elle n'est pas possible. Donc, nous, on voit des serpents partout où il y a des concombres, pour le dire simplement. Et quand il s'agit des relations interpersonnelles, le terreau est très fertile, parce qu'en fait, la communication humaine est jonchée de malentendus, de problèmes de communication, de non-dits, d'interprétation émotionnelle, posturale, de ton, d'expression faciale, etc. Le moindre truc peut être interprété comme un signe d'un danger. Donc, on est trigger constamment. Si on est stressé de base, ça va être difficile de se rationaliser parce qu'il faut de l'énergie en fait, et il faut être rassuré. Et si notre problème c'est les relations avec les gens, et quand les gens vont essayer de nous rassurer, on va être convaincu qu'en fait ils le font dans le but de nous manipuler, donc on ne les croit pas, enfin bref, un bordel. Et à nouveau, j'insiste sur le fait que si on commence à interpréter les choses en se disant oui mais en fait il se passe ça pour telle raison, et que la raison c'est un truc qui a l'air explosé, c'est parce qu'on cherche un sens. Parce qu'on a besoin du sens. Et il faut bien comprendre que la majorité des personnes borderline le sont devenues parce qu'elles ont été hautement maltraitées, notamment dans l'enfance. C'est-à-dire que quand on est petit et qu'on a des parents qui nous font du mal, c'est pas facile de trouver un sens en fait. Ces gens sont censés nous aimer, on les aime, et donc on va juste conclure que si ils nous traitent comme ça, c'est parce qu'on le mérite. En grandissant, on se rend compte qu'en fait non, ce ne sont pas des traitements normaux que des adultes doivent faire aux enfants. Donc on donne un autre sens à ce qu'il s'est passé. On se dit tiens, c'était peut-être pas de l'amour, en fait c'était de la maltraitance, donc on change le sens de ce qui nous est arrivé. Sauf que quand on est trigger et quand on est dans des épisodes de stress élevés, on n'est plus en capacité d'être dans cette nouvelle manière de raisonner. On revient à un état qui est celui qui nous a construit quand on était plus jeune. Et donc, on souffre, on se sent maltraité, et on a l'impression qu'il y a une bonne raison à ça. Et c'est quoi cette bonne raison ? C'est que les gens cherchent à nous faire du mal. Parce que s'ils cherchent à nous faire du mal, c'est bien qu'on est une mauvaise personne. On est une mauvaise personne parce que ces gens veulent nous faire du mal. Et donc, c'est une tautologie. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, le cycle, c'est quoi ? C'est je suis stressée parce que des gens veulent me nuire. Des gens veulent me nuire parce que je suis une mauvaise personne. C'est pourquoi j'ai mérité d'être maltraitée. Et donc, comme je mérite d'être maltraitée, il faut que j'ai peur de le revivre en fait. Et donc, je sais pas si la boucle elle est logique et elle est compréhensible, mais c'est vraiment une prophétie autoréalisatrice. Et c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. C'est comme si on devait à nouveau confirmer que ce qu'on a vécu, on l'a vécu pour une bonne raison, alors qu'en fait non, on a vécu ça parce qu'on a eu des gens autour de nous qui n'ont pas pu prendre soin de nous, parce qu'on a des personnes qui étaient dysfonctionnelles autour de nous, parce que la société est violente, parce que ci, parce que ça, mais pas parce qu'on l'a mérité en fait. On essaye juste de trouver une explication logique à notre mal-être, sauf qu'on a du mal à avoir du recul sur le fait que si on est dans un mal-être extrême à ce moment-là, c'est peut-être à cause d'autres facteurs, des facteurs de fatigue, des facteurs de stress professionnel, des facteurs je sais pas, il y a des événements qui se passent dans la vie qui nous mettent plus bactères, et puis on se rend pas compte qu'en fait ça nous fait entre guillemets régresser dans des états et des fonctionnements qu'on avait plutôt dans le passé, et que même si on a pu faire de la thérapie entre temps, on a grandi, on a pris en maturité, etc., en fait on n'est pas à l'abri de replonger dans ces cercles vicieux et dans ces cycles infernaux pendant lesquels en fait on se sent tellement mal qu'on essaie de trouver absolument une bonne raison pour expliquer ce mal-être. Et c'est entre guillemets
plus facile de se dire je me sens mal parce qu'on me maltraite et parce que les gens autour de moi sont en fait des horribles personnes. C'est plus facile pour notre cerveau qui a été entre guillemets entraîné à ça que de se dire mince, il y a des éléments actuellement dans mon environnement qui me mettent mal, peut-être un deuil, peut-être une rupture, peut-être la perte d'un emploi, peut-être une fatigue, peut-être un autre, bref, peu importe la raison. Et c'est plus difficile de se dire tiens, je vais mal, je suis dans un moment de down et donc le terrain est propice à ce que je commence à développer des pensées de persécution, à moins que, effectivement, tu aies un entourage hyper toxique, ce qui est le cas d'énormément de personnes borderline, puisque on est souvent entouré de gens avec qui on a des dynamiques de merde, en fait, dans lesquelles il y a de la violence banalisée, il y a une manière de communiquer qui est pas bonne, etc. Et donc aussi, des fois, ça peut être juste le signal que les personnes avec qui tu entretiens des relations ne sont plus adaptées pour toi. Après, est-ce que il faut que ça parte en, justement, pensée paranoïaque de persécution? Pas forcément. Des fois, c'est juste de se dire oula, en fait, cette relation me met mal à l'aise. En fait, cette relation avec cette personne, je m'entends plus, j'arrive plus à parler la même langue, etc. On peut vivre ça d'une manière plus douce, entre guillemets, que d'en arriver au point où on est convaincu qu'en fait, cette personne, elle va littéralement nous nuire d'une manière extrême. Mais la plupart du temps, à nouveau, à cause du fait qu'on comprend pas bien le concept de limite chez nous et chez les autres d'ailleurs, souvent on va supporter, et après ça va trop loin, c'est-à-dire que le moment où on réalise que ça ne va plus et qu'en fait ça nous impacte même physiquement, et la seule interprétation qu'on a, c'est quelque chose de très 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 extrême, et c'est-à-dire qu'on va pas se contenter de se dire cette personne et moi on ne s'entend plus, on va partir dans des interprétations de en fait depuis le début ce que t'as fait c'est me manipuler parce que et puis s'inventer toute une histoire qui va créer beaucoup plus de conséquences négatives dans notre vie que si on avait pu réagir avant. Et à nouveau, je parle de prophétie autoréalisatrice parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que plus on va se laisser emporter par ces pensées de persécution, plus ça va générer des conflits dans nos relations, plus ça va confirmer le fait qu'on doit se méfier des gens, alors que, quand même, le lien humain harmonieux avec nos pairs, le fait de pouvoir se sentir en sécurité dans des groupes et dans des réseaux de soutien, c'est primordial pour notre survie de petit homo sapiens, j'insiste. L'isolement, lorsqu'il est continu, imposé, subi, mène vraiment à des situations catastrophiques en termes de misère humaine. C'est vraiment un gros problème. Et justement, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, Le corps n'oublie rien, ils expliquent qu'en fait, il faut arrêter de voir la guérison, la thérapie comme, calmer les humeurs avec tel médicament, tel traitement coercitif, des ondes de choc, de ne je sais pas quoi, machin. En fait, chez la plupart des personnes polytraumatisées, la meilleure thérapie, c'est de réapprendre à avoir des liens avec d'autres êtres humains qui nous fassent sentir en sécurité, de trouver les espaces dans lesquels on se sent accepté tel que l'on est, dans lesquels nos besoins peuvent être respectés, nos limites aussi, etc. Donc l'idée de lien harmonieux avec les autres est centrale. Mais qu'est-ce qui se passe après la crise, une fois qu'on est redescendu? On est un peu plus reposé, on a le système nerveux qui part moins en couille, donc on a un peu plus d'espace mental pour commencer à réfléchir à la situation et à se dire ah mais peut-être qu'en fait à ce moment-là si je me sentais mal c'était pas du tout à cause d'un tel ou d'une telle, c'était peut-être parce que j'avais pas remarqué que dans la journée j'avais fait ci ou ça, j'avais vu ça ou ça, bref j'ai été trigger sur ça ou ça. Donc là on commence à rationaliser la chose, à prendre du recul, mais comme on est border, qu'est-ce qui se passe? On va pas se contenter de dire oulala j'ai pété une durite, je vais aller m'excuser et ça ira mieux. Non, ça va partir dans un cercle d'autodétestation totale et c'est parti pour une autre aventure dans les limbes de l'enfer de notre misère humaine. Chez une personne lambda entre guillemets, lorsqu'une erreur a été commise, a priori on reconnaît l'erreur, on va s'excuser et on fait mieux la prochaine fois. Ça c'est dans le meilleur des mondes où tout se passe bien et où personne n'a été éduqué par la violence, n'est-ce pas? Mais chez une personne border, se rendre compte qu'en fait on était dans l'erreur et qu'en fait on a un peu surinterprété les choses et qu'en plus de ça on vit les conséquences de nos choix qu'on ne voulait pas vivre du tout, et le premier réflexe qu'il va y avoir dans notre tête c'est le fait de se dire que ça prouve bien qu'on est la dernière des merdes. On se sent donc ridicule d'avoir pensé toutes ces choses, on a très très honte parce qu'on se rend compte en fait qu'on s'en est pris à des gens qui finalement essayaient de nous tendre la main alors qu'en fait nous, on était convaincus que ces personnes-là cherchaient à nous faire du mal. On se sent évidemment coupable si on a eu des propos, des gestes, si on a pris des décisions contre ces personnes-là. Bref, un bon cocktail qui fait que quand t'es border, ça alimente toujours cette pensée de du coup, je mérite de disparaître de la planète Terre parce que voilà, ça prouve bien que je suis complètement cinglée, que je suis dysfonctionnelle, que je suis un poids pour les gens, que patati, que patata, que patata. Bref, ça repart dans un cycle de pensée négative, mais du coup, qui cette fois n'est plus de l'ordre de la paranoïa, mais plutôt de l'estime de soi dégueulasse, du fait de se détester soi-même, le fait de s'auto-agresser, tout simplement. Et en fait, ça va même nous faire douter de notre propre capacité de discernement, parce que si on se rend compte que pendant aussi longtemps on a pu croire un truc aussi faux,
Et qu'on voit hein, que c'est faux, hein. C'est pas juste qu'on nous a convaincus, qu'on s'est fait violence pour arrêter de le croire ou quoi. Ben ça nous aide absolument pas à re-avoir les pieds sur terre. Alors on a peut-être plus les pensées de persécution comme je le disais tout à l'heure, mais on est trigger dans le fait qu'on n'est pas capable nous-mêmes d'évaluer ce qui se passe dans notre propre vie. Quand t'as été hautement maltraité, surtout quand t'es enfant, on te fait croire que c'est ta faute en fait. Le gaslight, c'est quand... Bah tu sais quoi, je vais prendre une définition directe, ça va être plus simple. Le gaslighting est une forme de violence psychologique ou de manipulation dans laquelle l'agresseur tente de semer le doute et la confusion dans l'esprit de la victime. En général, les agresseurs cherchent à obtenir du pouvoir et du contrôle sur l'autre personne en déformant la réalité et en la forçant à remettre en question son propre jugement et son intuition. Et en fait, cette histoire de gaslight, elle peut être tellement violente qu'on peut s'auto-gaslight. C'est-à-dire que des fois, t'es entre toi et toi, tu passes une journée entre toi et toi, et tu peux te dire, t'es tellement dans ce truc de parano que tu peux te dire non mais en fait je peux même pas me faire confiance moi-même. Non mais en fait je vis dans un doute permanent de la réalité. Et c'est là où on peut commencer à parler de dissociation j'imagine. Je sais pas si on peut tout de suite associer la dissociation au sentiment paranoïaque de façon systématique, mais moi en tout cas je vis les deux et c'est très flou la limite entre les deux quoi. Après les crises on se retrouve donc souvent dans une situation dans laquelle il y a une grosse contradiction entre deux sentiments. On est soulagé parce qu'on se rend compte qu'en fait bah, ce qui nous faisait très très peur, finalement n'avait pas lieu d'être et puis que en fait c'était que dans notre tête, donc ça nous soulage d'une certaine manière et ça nous rassure de nous dire oh putain cette situation que j'étais sûre qu'elle allait arriver finalement elle n'arrive pas donc tant mieux. Mais malheureusement ça va vite entrer en contradiction avec le sentiment négatif de culpabilité, de te dire mais pourquoi du coup j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai pas écouté telle personne, mais pourquoi je me suis laissée emporter dans ce délire etc etc. Et donc ça va s'entrechoquer et ça va créer un conflit intérieur très fort qui génère forcément de l'anxiété. Bref, j'ai dit énormément de choses et mon but c'est pas de rendre tout ça déprimant en se disant regardez comment c'est horrible et atroce et comment il n'y a aucune solution, bien au contraire, le but de ces vidéos c'est déjà de 1 de toucher une population qui est désemparée et qui n'a pas forcément d'espace pour pouvoir s'exprimer là-dessus et pour pouvoir comprendre les choses avec cette manière-là de les présenter, parce que c'est pas un psy qui va te parler comme ça, je peux te le garantir. Là on est entre pairs, donc le but c'est que vraiment des personnes qui se reconnaissent dans ces épisodes-là partagent leurs outils, leurs méthodes, leurs techniques, si jamais elles se reconnaissent là-dedans et qu'elles veulent bien le partager. J'ai demandé du coup aux personnes qui me suivent sur Instagram de m'expliquer comment elles géraient ce genre de situation, donc je vais te lire quelques réponses et à la fin je te donnerai une liste qui résume les réponses les plus récurrentes que j'ai eues. Donc ici il y a quelqu'un qui dit d'abord m'isoler pour couper les stimuli, les regards, etc. tout en prévenant un proche safe que je suis en train de paranoïer sur tel scénario. Être avec un ou une proche qui accueille le délire sans le nier ou le confirmer mais en posant des questions très factuelles. Écouter de la musique pour me raccrocher à la réalité, j'imagine aussi à tes perceptions sensorielles et donc revenir au corps tout simplement, ça va beaucoup revenir cette question-là, et me calmer sinon rien MDR. Changer de pièce, de lieu, douche froide sur le visage, câlin très très fort avec une personne très proche. Quand ça vient d'un échange avec un proche, l'avertir que je vrille, il saura m'aider à comprendre ce qui m'a déclenché et ça me permet de désamorcer la situation. Il y a des personnes qui parlent de médicaments, il y a quelqu'un qui dit dormir lol, le lendemain tu te rends compte à quel point t'es parti loin. Revenir en lien avec le corps, quelque chose de très concret. Arrêter au max tout ce que je fais pour me mettre en sécurité jusqu'à la prochaine séance de psy. Mettre de la musique super fort dans mes écouteurs, parler à ma sœur, prendre une douche froide, etc. Bon bref, il y a d'autres réponses, donc en résumé. Je ne sais pas dans quel ordre de priorité il faut mettre cette liste, je vais juste te lire les choses telles qu'elles viennent. Donc d'abord, revenir au corps, c'est-à-dire se rendre compte qu'en fait on a des perceptions, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, la sensation de nos limites physiques, etc. Donc faire quelque chose qui nous ramène un peu à ce truc très terre-à-terre, très pragmatique de notre existence en lien avec la matérialité, c'est très important. C'est pourquoi il y a des gens qui parlent de mettre de la musique, de prendre une douche froide, de potentiellement aller faire du sport, de partir taper un sprint. Moi je sais qu'il y a des moments où en fait c'est ça qui réussissait à me calmer, c'est que des fois je courais sur quelques secondes le plus vite possible, mais dans le but que mon cœur il parte dans des tours pas possibles, et qu'après je redescende et que j'arrive à sentir que dans mon corps il y a moyen que les choses soient intenses puis redescendent gentiment. C'est vrai qu'à une période de ma vie ça a pu me servir. On peut penser à des choses un peu plus douces, peut-être des étirements, des massages que l'on se fait à soi-même ou que quelqu'un nous masse si ça peut nous permettre de nous sentir un peu plus apaisés. Mais bref, en gros, se rendre compte que notre corps il est dans un état d'alerte et qu'on peut le rassurer à travers des stimuli sensoriels très concrets. Caresser son chat, respirer une odeur qui nous fait du bien, se nourrir par exemple, parce que justement quand on est dans des états comme ça nerveux si violents, tous nos besoins primaires ils sont dysrégulés parce que le sommeil ça va pas, se nourrir ça va pas, avoir juste la régulation générale de notre corps ça part en couille, ça peut carrément faire des problèmes digestifs etc. Donc vraiment revenir à ce truc très animal finalement, très reptilien dans notre cerveau du fonctionnement de nous quoi. Désolée cette phrase n'était pas française mais je suis fatiguée là, ça fait un moment que je parle. Ah peut-être qu'avant ça, ce serait changer d'environnement radicalement, c'est-à-dire que peut-être l'endroit
l'endroit où on est, les gens que l'on côtoie, l'espace que l'on est en train de vivre à ce moment-là, ce n'est pas celui où on est censé être. Et donc il y a des gens, c'est littéralement juste sortir de chez soi, ça peut être voir quelqu'un de différent des personnes que l'on a l'habitude de voir, ça peut être passer quelques jours chez des amis, si c'est chez nous qu'on a tendance à bader, etc. Bref, changer d'environnement, et si c'est par exemple, je sais pas, t'es au travail, t'es en train d'avoir une pensée intrusive comme ça et que tu commences à paniquer, bah je sais pas, s'enfermer dans les toilettes, sortir de la pièce, trouver un moyen de juste changer les stimuli qu'il y a autour de nous, ce qu'il y a sous nos yeux, l'odeur de la pièce, etc. Bref, on revient à ce truc de finalement l'essence, quoi. Se reposer, parce qu'en fait, dans ces moments-là, on se rend pas compte que en fait, on est épuisé d'un point de vue émotionnel, psychologique, nerveux, tout simplement. Parce que comme on est dans une agitation, souvent c'est intense, ça va vite, on se sent tout stimulé de tous les côtés parce que bah voilà, ça se passe très vite dans la tête. On a l'impression qu'on a beaucoup d'énergie, alors qu'en fait, c'est un symptôme d'épuisement. En fait, on n'en peut plus. En fait, on a besoin de pouvoir dormir paisiblement et de pas avoir le cerveau qui tourne dans tous les sens comme une usine qui va exploser. Donc trouver des moyens de se reposer de toutes les manières possibles, c'est-à-dire diminuer les stimuli aussi. Si t'es toute la journée sur ton téléphone en train de scroller pendant 4 heures et de regarder info sur info sur info sur info, ça ne marche pas, ça ne te permet pas de te reposer. Il faut vraiment essayer de couper le plus possible des stimuli négatifs, du trop plein de stimuli, des stimuli anxiogènes, etc. et chercher à faire, comment tu dis, dégonfler le ballon de baudruche, quoi. Il y a évidemment certains médicaments qui peuvent aider, donc typiquement j'imagine des anxiolytiques, des antipsychotiques, etc. Bon bref, on pourrait faire une vidéo, je pense, sur... pourquoi je me pince le nez? On pourrait faire une vidéo sur les différents médicaments qui existent, la façon dont les gens les vivent, etc., les symptômes et tout. Moi je pourrais en faire une où j'explique un peu tout ce que j'ai pris, comment ça se passe, etc. Mais c'est un peu, voilà, délicat à aborder. Sinon, il y a le fait de verbaliser et d'écrire ce qui est en train de se passer. Écrire si on peut pas verbaliser, et le verbaliser si possible auprès d'une personne qui est très pragmatique et terre à terre, parce que le fait d'extraire nos pensées de notre cerveau, c'est-à-dire les rendre matériellement visibles, audibles, bah ça nous permet de se dire « Ah oui, mais en fait c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu perché, non ?» Moi je sais que la verbalisation c'est ce qui m'a le plus aidé, puisque c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube, c'est le fait de dire les choses devant une caméra, devant des gens qui me font des retours, etc., qui me permettent de prendre énormément de recul sur plein de choses qui, sans ça, auraient pris d'autres proportions dans ma tête, quoi. Et en dernier point, j'ai mis demander à être rassuré par quelqu'un, que ce soit en ligne, que ce soit dans la vraie vie. Alors il faut évidemment tomber sur des personnes bienveillantes et compatissantes, parce que le but c'est pas qu'on profite de ton épisode de paranoïa pour te rendre encore plus angoissé, parce qu'il y a des gens qui peuvent littéralement faire ça malheureusement, mais Dieu merci, internet existe, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent disponibles pour ce genre de conversation, et je trouve que ça justement c'est une forme de paix et danse en fait, c'est de dire écoutez là maintenant j'ai un truc qui me traverse l'esprit, j'aimerais exposer la situation à une personne qui est neutre, et souvent quand c'est quelqu'un d'extérieur à nos vies, quelqu'un qu'on connaît même pas, moi je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, juste avec les interactions que j'ai pu avoir avec certains de mes abonnés, où moi je badais, et quand je racontais des trucs à certaines personnes que je connais absolument pas, le fait qu'on se connaisse pas, qu'elles sachent pas qui je suis, qu'elles ne soient pas dans ma vraie vie, ça me permettait vraiment de faire un immense pas de recul et de me dire ah non mais j'ai complètement disjoncté. Ah mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que vu comme ça, il y a beaucoup plus de chances que factuellement cette personne ait raison plutôt que moi en fait. Et donc dans les moments où ça va bien, où on est justement en capacité de raisonner beaucoup plus harmonieusement et calmement, eh ben on peut se faire des notes à soi-même, c'est-à-dire soit on fait des notes dans nos téléphones, écrites, audio, vidéo, peu importe. Moi je le fais d'ailleurs, et je le faisais surtout quand je fumais du cannabis justement pour essayer de me rassurer dans les moments où j'avais des petits moments de... pas des vrais bad trips, mais où je commençais un peu à paranoïer, où je relisais ces notes-là et ça me permettait de me dire attends, la version de moi sobre, elle a dit ça. Donc la version de moi sobre, elle a plus de chances d'avoir raison que la version de moi là tout de suite. Bon, là je t'ai parlé de cannabis, mais en fait en dehors des prises de substances, ça peut être juste quand t'as des gros moments d'anxiété / parano, et le fait de revenir à quelque chose dont tu es sûr, que tu sais que t'as écrit dans un moment où ça allait vraiment bien et où t'étais vraiment capable d'évaluer une situation, et c'est vrai que ça peut être un bon moyen de s'accrocher à tes propres ressources en fait. Voilà pour cette vidéo. Si de manière générale mon travail te plaît, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Tipeee pour soutenir la chaîne et la rendre la plus indépendante possible et que je puisse continuer à faire mon contenu de façon gratuite et accessible aussi longtemps que je peux. L'idéal c'est de me faire un tout petit don mensuel de 50 centimes ou 1 euro, c'est largement suffisant pour permettre à cette chaîne de vivre sur le long terme vu le nombre de personnes que l'on est à chaque visionnage de vidéo. Et si c'est ponctuel, c'est aussi très bien, et si ça fait déjà longtemps que tu participes, comme c'est peut-être la première fois que tu le fais, et dans tous les cas tu as ma reconnaissance éternelle et vraiment du plus profond de mon cœur, je t'en remercie infiniment parce que j'adore faire ça, je trouve que c'est hyper important, moi ça me fait du
bien dans mon propre processus thérapeutique. Je sais que ça aide énormément de personnes. Donc voilà, j'espère que du coup, aussi longtemps que je peux, je continuerai de faire du contenu toujours plus qualitatif. N'hésite pas à réagir à nouveau dans la bienveillance et le respect dans les commentaires. Si tu es d'ailleurs un ou une professionnelle du domaine, n'hésite pas aussi à nous rediriger vers des ressources, vers des savoirs, vers des... Bref, peu importe, partageons sur ces sujets-là. On se retrouve nous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.